Mesdames, Messieurs, il est midi 3, le temps de lancer ce webinaire. D'autres personnes auront le temps de nous rejoindre. Je voulais donc vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue pour ce webinaire autour du thème « Quelles nouvelles compétences pour les métiers de la durabilité ?» animé aujourd'hui par les équipes d'EcoLearn et de Jobs That Make Sense. Nos intervenants pour ce rendez-vous seront Pierre Montel, cofondateur d'EcoLearn, et Nicolas Verne de Jobs That Make Sense. Je les laisse sans plus tarder se présenter l'un et l'autre et présenter également les structures pour lesquelles ils travaillent. Vas-y Pierre, si tu veux. Ok, très bien. Je vais commencer. Du coup, donc EcoLearn, on est un établissement de formation. On a été créé en janvier 2020 et on a récupéré en fait une entreprise qui existait depuis 2012. Au début, on a commencé à former les directeurs et directrices développement durable. Et ensuite, on a commencé à former toutes les équipes RSE. Et après, on est rentré métier par métier. C'est-à-dire qu'on a formé les gens au changement climatique et à la décarbonation des chaînes de valeur, à l'éco-conception, à l'économie circulaire, au conseil en développement durable. Et je rentrerai plus dans le détail là-dedans. Et à la finance, au marketing, etc. Et du coup, l'idée, c'est de proposer des parcours qui soient en présentiel et en digital, adaptés à tous les professionnels de la durabilité, que ce soit en entreprise ou individuellement. En gros, pour conclure, EcoLearn, c'est une entreprise à mission. Et notre mission, c'est de donner les savoirs, savoir-être et savoir-faire nécessaires pour vous aider à transformer votre entreprise ou votre carrière vers plus de durabilité. Voilà, à toi Nicolas, je t'en prie. Incroyable. Moi, Nicolas Verne, du coup, je m'occupe du développement de Job at Make Sense. Job at Make Sense, c'est la plateforme qui vous aide à trouver un emploi à impact positif. C'est une initiative de Make Sense, qui est une grosse asso qui a une douzaine d'années. Et Job at Make Sense, ça avait été lancé par des bénévoles de Make Sense il y a de ça bien 8 ans. Là, on a une équipe salariée, elle avait repris en main il y a 2 ans pour vraiment devenir la plateforme de référence pour accompagner toute personne dans sa transition professionnelle vers un métier à impact positif. Et pour ce faire, on référence à la fois des offres d'emploi, il y a plus de 2000 offres d'emploi par mois, ce qui représente sur l'année 3500 recruteurs sur l'année dernière, une cinquantaine d'offres de formation en tout genre pour développer vos compétences, vos savoir-être pour rejoindre un métier à impact positif. Et aussi, on partage de nombreux contenus inspirants sur nos réseaux, sur notre site, afin d'étayer je dirais, voilà, de vous donner du grain à moudre dans votre recherche. Voilà. Super, merci messieurs. Donc, si je devais conclure une dernière seconde sur ce partenariat, du coup, EcoLearn, Jobs That Make Sense, maintenant, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et en gros, on s'est associés pour donner aux gens une solution complète de la formation à la recherche d'emploi pour permettre en fait de trouver un job qui corresponde à leurs valeurs et qui fasse sens pour eux et pour la société. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Merci pour cette belle complémentarité, messieurs. Je vais vous présenter rapidement le sommaire et nous pourrons ensuite rentrer dans le vif du sujet. Nous aurons d'abord un temps d'introduction, de mise en perspective autour de la question du sens au travail et l'aperçu du marché de l'emploi, de la durabilité selon les dernières tendances. Cela nous permettra ensuite d'aborder l'angle plus concret des métiers et compétences durables aujourd'hui recherchés, avec une présentation en 3 temps. Premièrement, ce que nous avons identifié comme étant un triple mouvement à anticiper dans la décennie à venir. Bien évidemment, quel apport les formations que nous développons peuvent avoir pour répondre à ce besoin de compétences. Et suite à une dernière étude que nous venons de publier justement sur le besoin en compétences durables des entreprises, il nous a paru pertinent de faire un focus sur les compétences climat. Et nous aurons donc un temps un peu plus long dédié à ces compétences spécifiques. Nous terminerons par un temps de questions-réponses avec vous tous, vous toutes. J'en profite pour vous dire que tout au long du webinaire, vous pouvez partager dans le chat vos questions et vos remarques. Je me chargerai de les centraliser pour que nous puissions y revenir de manière structurée durant le temps d'échange à la fin. Et nous pouvons commencer. Nicolas, je te laisse la parole. Merci Antoine. Donc avec Job at Make Sense et la chaire Impact Positif d'Audencia, on s'est posé la question il y a quelques mois de se dire en fait
qu'est-ce qui se tramait derrière cette lame de fond de recherche de sens au travail, qu'aujourd'hui, c'est qui est sur tous les mots, sur tous les sites de recrutement de toutes les entreprises. Déjà, en fait, premier constat sur les plus de 1000 personnes qu'on a interrogées, c'est que là, déjà 92% étaient en quête de sens. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes enfin, voilà, pensent que ne veulent plus un job dans lequel il ne voient pas un sens. Et donc, parmi ceux-là, 81% souhaitent avoir un travail qui est en cohérence avec leurs valeurs. Ils ne veulent pas en fait, mettre leurs valeurs sous le tapis quand ils vont au travail et les ressortir le soir. Et voilà, ils veulent un travail en accord avec leurs valeurs. Et quand on leur a demandé du coup qu'est-ce qui donne du sens au travail pour essayer de matérialiser ce sens, 57% disent que en fait, c'est de contribuer aux enjeux de la transition écologique et sociale qui leur permet de trouver du sens au travail. 53% disent que c'est simplement en se sentant utile au travail. 42% disent que c'est en appartenant à une organisation qui s'engage pour la société qui va leur permettre de se sentir alignés au travail. Et autre chose intéressante, finalement, on leur a demandé, OK, bon, en fait, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qui vous empêche de trouver ce travail qui a du sens? Et là, pour la moitié des personnes, c'est la perte de revenus potentiels. On pourrait y revenir aux besoins sur en fait, de se dire, en fait, si je quitte une entreprise dite traditionnelle et que je vais faire un job dans la durabilité, dans l'impact positif, je vais perdre un revenu. C'est une peur de changement, c'est une peur du coût lié à la transition professionnelle, du coût du financement de la formation et la peur de manquer de compétences, de ne pas avoir le bon profil ou suffisamment de compétences pour rejoindre ces jobs en question. Peut-être slide suivante. Et donc, du coup, là, pour vous donner un aperçu du marché de l'emploi et de la durabilité en 2022, déjà j'aurais envie de dire que là, au préalable de ça, c'est que pour moi, il y a deux gros types de jobs à impact positif. Il y a pour moi tout type de job dans une entreprise engagée. Donc là, ça ne va pas être le focus aujourd'hui, mais c'est un premier type de job. Donc en gros, par exemple, Job That Makes Sense, c'est une structure engagée. Tout job, enfin, moi, je ne suis pas un expert de la durabilité, mais toute personne qui travaille chez Job That Makes Sense, on peut dire qu'il a un job à impact positif. Et la deuxième grosse famille de jobs à impact positif, c'est tous les métiers qui nécessitent une expertise forte en durabilité pour transformer les structures de l'intérieur. Et là-dedans, ce qu'on voit, c'est que les fonctions liées au département de la responsabilité sociétale des entreprises, au développement durable, changent énormément. On a besoin de plus en plus de professionnels pour accompagner la transformation durable de ces entreprises. Les entreprises prennent conscience que les financeurs, les salariés, les parties prenantes, les clients sont en attente très forte des entreprises pour qu'elles prennent leur part dans cette transformation de la société. Et donc, du coup, on voit de plus en plus l'émergence de postes dans la transformation durable sortir, comme des Corporate Sustainability Officers. Et de façon plus générale, on voit que les différents, je dirais, professionnels dans tous les métiers différents émergent afin que la transformation durable de l'entreprise se diffuse dans toute l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a plus l'RSE d'une part, les autres métiers de l'autre part, c'est toute la structure en tant que telle, le cœur du réacteur de l'entreprise et tous les métiers qui doivent se transformer. Et donc, du coup, avec cette évolution des métiers qui va avec. Et donc, du coup, deux constats. Un, en fait, il y a une énorme pression sur les compétences pour transformer ces métiers. Et il y a une énorme pénurie aujourd'hui. Et deuxième constat clair des entreprises, c'est qu'en fait, même si l'entreprise veut se transformer, il y a un énorme manque d'acculturation et un énorme manque de prise de conscience des enjeux impérieux de la transition écologique et sociale par les salariés. Pierre, c'est à toi. Pardon. Et du coup, donc, si on résume ce qu'on disait, c'est qu'il y a d'un côté le principal frein, c'est la peur de perte de revenus et la peur de compétences, et les structures du marché de l'emploi en termes de durabilité sont une professionnalisation des métiers avec un besoin de compétences de plus en plus important. Et du coup, nous, chez EcoLearn, pour répondre à ce besoin, on a créé une première formation qui s'appelle les fondamentaux d'entreprise durable, qui permettent d'acquérir ces compétences de manière transversale. Et du coup, ça permet en fait, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la formation, mais on traite au sein de cette formation
tous les sujets qui ont trait à la durabilité, qui sont plus ou moins techniques. Donc, au début, on fait une introduction pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que la transition durable. Ensuite, on parle de la décarbonation, l'éco-conception. Ensuite, les achats, les parties prenantes, la finance, le reporting. Et enfin, le management et les business models. Et donc, tout ça, ça permet d'avoir des connaissances suffisantes pour rentrer soit dans des grandes entreprises, soit dans des cabinets de conseil. Et vraiment, cette approche par la compétence et qui est plutôt généraliste, ça permet du coup de gagner en confiance et en compétence sur ces compétences et ainsi de gagner des jobs plus facilement. Ensuite, pour l'autre particularité d'Ecolearn, c'est qu'on propose 3 piliers pédagogiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif. Donc, ça permet aux gens de creuser en fonction de ce qu'ils veulent et du coup de construire les compétences en fonction de ce qu'ils estiment être le plus important. Par exemple, si vous êtes plutôt quelqu'un qui est intéressé par le social et les parties prenantes, vous pourrez creuser ces sujets. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt de type ingénieur et qui a envie de creuser des sujets de type décarbonation, éco-conception, analyse de bilan carbone, analyse du cycle de vie, etc., vous pourrez le creuser aussi. Ensuite, il y a toute la partie apprentissage social. Et ça, l'apprentissage social, ça a 2 intérêts essentiels. Le premier, c'est le réseau. Enfin, je veux dire, le réseau, c'est hyper important. C'est ça qui permet de trouver des jobs, de trouver des missions quand on est indépendant. Et c'est aussi vachement plus agréable quand on est en transition de pouvoir parler à des gens qui sont comme vous. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement durable et la durabilité, c'est une science et un domaine qui sont en évolution constante. Enfin, je veux dire, on est à un stade où on dépasse des limites planétaires à peu près tous les mois en ce moment. Il y a une évolution qui est constante et qui est assez rapide. Et du coup, la capacité à pouvoir discuter avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, c'est hyper important. Et donc, nous, on a plein de cercles de réflexion, donc parfois sur le retail, sur le droit, sur la décarbonation, sur le conseil, etc. Et donc, les gens se structurent en cercles de réflexion et peuvent ainsi agir ensemble et réfléchir ensemble. Et nous, on est très fiers de quelque chose, c'est qu'on a pas mal de gens qui, à la suite des formations Ecolearn et grâce à ce réseau, ont trouvé leurs associés et leurs partenaires au sein du réseau Ecolearn pour lancer leur propre entreprise. Et ça, en termes d'entreprise à mission, pour nous, ça a beaucoup de sens. Enfin, le dernier élément, c'est, et je rentrerai un peu plus dans les détails tout à l'heure, c'est l'apprentissage par l'action. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'il y a 10 leçons. Dans chacune des leçons, il y a 5 modules. Et le dernier module de chaque leçon, en fait, c'est des outils qui vous permettent de l'appliquer directement dans votre entreprise. Donc, si vous êtes en transition et en recherche d'emploi, on vous donne des cas fictifs pour les appliquer. Si vous souhaitez créer une activité de conseil, en fait, nous, on vous fait un coaching personnalisé pour appliquer ces outils au sein d'une entreprise partenaire. Donc là, en général, la rémunération, vu que vous êtes en apprentissage, la rémunération n'est pas toujours hyper intéressante, mais ça vous permet de gagner cette première expérience qui permet en fait ensuite de faire l'effet boule de neige et de continuer à gagner des missions. Et ensuite, si vous êtes en entreprise, ça, c'est l'idéal parce que du coup, vous pouvez l'appliquer directement tous les jours au sein de votre entreprise. Voilà. Est-ce que tu peux passer à la suite, Antoine? Merci. Ouais, merci Pierre. Et donc, du coup, là, si on rentre plus dans le vif du sujet, déjà, Mini était des lieux des offres et la demande sur Job@Make Sense, sachant que sur Job@Make Sense, il y a plus l'énorme majorité des jobs qui sont sur Job@Make Sense, c'est plus des métiers c'est tout type de métiers dans des structures dites humaines, plutôt que des métiers dont l'expertise et la durabilité dans des entreprises plus importantes. Donc là, juste pour que vous ayez un ordre d'idée, là, je fais un mini aparté sur le marché de l'économie sociale et solidaire et l'impact positif. Aujourd'hui, c'est principalement des structures à taille humaine. Donc là, en fait, quasiment 95% en fait, ont moins de 50 personnes, partagées équitablement entre des startups de l'économie sociale et solidaire et des associations. Et aujourd'hui, l'ESS, ce n'est plus du tout une niche. Ça représente 10% du PIB, 14% des emplois privés. Et donc, du coup, cette croyance limitante de se dire qu'en fait, on doit faire un choix entre gagner de l'argent d'un côté et avoir un métier stimulant, et de l'autre, faire quelque chose qu'on aime et contribuer aux enjeux auxquels on croit, c'est plus vrai. Il y a des millions de jobs qui existent à la fois dans l'économie sociale et solidaire et dans tous ces métiers qui se créent dans les entreprises pour accompagner leur transformation. Et donc, du coup, tous ces recruteurs, de façon générale, recherchent des blocs de compétences
de façon commune. Premier bloc de compétences générales que vous alliez dans une petite structure ou dans une grosse sur des métiers de la durabilité, c'est qu'ils attendent de vous, on en parlait tout à l'heure, une connaissance et une compréhension des enjeux environnementaux de l'actualité. Si vous ne parlez pas le même langage, si vous ne comprenez pas les enjeux auxquels vous avez auxquels on a affaire, en fait, déjà, un, vous serez moins efficace, vous ne saurez pas comment les traiter, et deux, donc, à vous de montrer aux recruteurs que vous n'êtes pas réveillé le matin en disant bah, tiens, j'ai envie de bosser dans l'impact positif, et vous comprenez ces enjeux. Donc, du coup, là, ça passe par suivre l'actualité, ça passe par la formation la fondamentaux de l'entreprise durable dont Pierre vous parlait, ça passe par connaître ce que c'est les objectifs du développement durable, les normes ISO et compagnie, c'est tout toutes ces connaissances. Deuxième bloc de compétences attendu par tout recruteur, c'est la capacité à gérer un projet. On n'attend pas seulement un militant écologiste, on attend quelqu'un qui est capable de mettre en place des KPIs, de mener le changement et de mettre en place, je dirais, les changements qui s'imposent dans l'entreprise pour transformer l'entreprise de l'intérieur, créer les modèles économiques au service d'un impact social, etc. Et enfin, c'est quoi un KPI? Pardon, c'est des métriques clés, c'est en fait arriver à mettre en place des objectifs clairs, ambitieux et atteignables pour piloter l'entreprise au trimestre, au semestre, à l'année, et pas juste se dire on va faire du mieux qu'on peut, mais en gros arriver à mener le changement. Exactement. Merci, Je peux Laura. rajouter un tout petit truc, Nicolas, par rapport à ça. Ouais. Dans les outils qu'on propose, en fait, dans la formation, les fondamentaux d'entreprise durable, en fait, la majorité des outils ayant trait à la durabilité, c'est des outils qui permettent de mettre en place des indicateurs, donc du coup des KPI ou des indicateurs clés, qui permettent ici de réduire son empreinte carbone, là de réduire les impacts sur la pollution de l'eau et les limites planétaires de son produit grâce à l'analyse du cycle de vie, ici d'être plus égalitaire entre les femmes et les hommes, voilà. Et donc, du coup, cette notion de créer des indicateurs, de suivre des indicateurs et de progresser de manière continue, c'est vraiment ça, il me semble, le cœur de la durabilité, en fait. Qu'on soit dans l'ESS ou dans l'économie traditionnelle, en fait. Il faut arrêter de mettre les détritus sous le tapis et il faut voir les impacts négatifs qu'on a dans ce business model, les comptabiliser, les prendre en compte et faire notre maximum pour les réduire dans l'objectif d'atteindre les accords de Paris et de limiter au maximum le réchauffement climatique, entre autres. Exactement. Exactement. Et là, du coup, troisième compétence générale attendue par tout type de recruteur, c'est la capacité à parler à tout type d'acteurs. Souvent, quand on est dans une structure à impact positif, on parle le lundi à une entreprise privée, le mardi à une collectivité, le mercredi à un syndicat, le jeudi à des bénévoles, le vendredi à une asso. Bref, on parle à beaucoup d'acteurs assez différents qui nécessitent de leur parler différemment, je dirais, tout en restant cohérent sur le discours qu'on leur apporte. Donc, en fait, ça s'apprend que sur le terrain en parlant, je dirais qu'en comprenant les enjeux de chacun. Et ensuite, pour les métiers, je dirais, qui nécessitent d'être experts de la durabilité dans des entreprises dites traditionnelles, là, ça demande des compétences beaucoup plus spécifiques, à savoir, du coup, les attentes des recruteurs, c'est en fait, avoir une ou plusieurs expériences professionnelles dans le milieu, ça va vous donner une légitimité certaine. Deux, en fait, il se trouve qu'un recruteur, en fait, ça cherche certaines zones de confort. En fait, il cherche à se rassurer. Donc, du coup, dès lors que vous avez suivi, vu que c'est des compétences qui sont très récentes et sur lesquelles il y a une énorme pénurie sur le marché, d'avoir suivi une formation reconnue qui vous permet de comprendre tous les mécanismes pour transformer une entreprise de l'intérieur. Disons que décarboner la chaîne de valeur de l'entreprise, ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Donc, du coup, avoir suivi une formation reconnue, ça va vous donner un énorme boost de crédibilité en termes de connaissance de code, de manière de réfléchir, de vision holistique du problème. Et enfin, la troisième chose, c'est ce qu'on appelle beaucoup par l'hybridation des compétences, c'est la capacité à mixer différentes expertises ou avoir une spécialité donnée, et ça sur tout type de secteur. Je ne sais pas, moi, dernièrement, on venait me voir pour en fait donner un cours sur comment créer des événements sportifs responsables. En fait, une connaissance du secteur du sport et des enjeux responsables en fait, est attendue. Et ça vaut pour tout métier, la finance, les achats, etc., sectoriel ou métier. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est ce qu'on anticipe dans les 10 prochaines années, c'est un triple mouvement.
c'est une réelle professionnalisation des métiers de la RSE. En fait, premièrement, trop souvent, les métiers de la RSE étaient presque ramenés au secteur de la communication, et alors qu'aujourd'hui, en fait, on attend de ces postes, non seulement de monter au niveau du COMEX et d'avoir une fonction stratégique politique, et donc du coup d'influencer vraiment la stratégie de la boîte, et d'intégrer du coup les directions générales, et de changer le cœur du réacteur, la vision de l'entreprise, parce que c'est une attente des actionnaires, des salariés, de toutes les parties prenantes de la société. Donc, en gros, il y a une vraie demande de professionnalisation de ces métiers. La deuxième chose, c'est que en fait, on recherche de plus en plus, j'en parlais juste avant, de doubles compétences. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus un département de la RSE d'un côté et le reste de l'entreprise de l'autre. En fait, il y a une nécessité d'infuser ces compétences dans tous les métiers d'entreprise pour transformer l'entreprise de l'intérieur et en profondeur. Et ça, du coup, ça nécessite que d'acquérir des doubles compétences sur en fait, les achats durables, la finance responsable, le marketing durable, comment créer des modèles économiques au service de l'impact social et pas l'inverse, etc., etc. Et enfin, ce qu'on remarque, c'est que souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui soit sont trop petites, soit débutent sur des sujets, mais qui sont confrontées à des enjeux de plus en plus complexes. En fait, ils ne peuvent pas recruter un profil ultra cher sur, je ne sais pas moi, l'analyse de cycle de vie ou la décarbonation de la chaîne de valeur ou une stratégie climat. Et donc, du coup, font appel à des experts externes sur une mission donnée pour les accompagner sur une thématique complexe et nouvelle. Voilà. Et donc, si je devais résumer un peu ce que vient de dire Nicolas et le remettre en perspective par rapport à l'étude qu'a fait Jobs That Make Sense en introduction et Make Sense en général, c'est que d'un côté, on a des gens qui ont peur de changer de métier parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas la compétence et qu'ils ont peur de drop, de perte de rémunération. D'un autre côté, on a une professionnalisation des métiers du développement durable. Et cette professionnalisation, du coup, ça nécessite des compétences. Et nous, chez EcoLearn, en fait, on s'est aperçu de ça parce que depuis 2012, on forme les directeurs et les directrices de développement durable pour leur donner ces compétences nécessaires à amener leur entreprise vers plus de durabilité. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire ça en 2012, en gros, c'était les gens qui étaient gentils et bienveillants dans les entreprises qu'on mettait. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une compétence et d'une double compétence avec d'un côté des compétences qui sont assez techniques et d'un autre côté des compétences qui sont politiques. C'est-à-dire que technique, il faut comprendre ce que c'est qu'un bilan carbone, une ACV, etc. Et politique, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, il faut être capable de s'adresser à tout un tas de parties prenantes, des actionnaires, des investisseurs, des employés, des consommateurs, voilà, tout un tas de parties prenantes différentes et réussir à avoir vraiment une approche politique dans tout ça. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a créé cette masterclass direction durable qui dure 10 jours, étalé sur un an, avec des formations en distanciel, beaucoup de témoignages, etc. Je pourrais rentrer plus dans le détail si vous le souhaitez, mais l'idée, c'est vraiment de professionnaliser ce métier qui est en vogue aujourd'hui, qui est le métier de directeur et directrice développement durable. Et qui est globalement pour des gens qui ont déjà une première expérience. Et ensuite, je répondrai à Myriam, je crois, qui parlait de l'expérience. J'en parlerai plus tard, Myriam, je traiterai votre question dans les questions-réponses. Ensuite, il y a une question. Donc, ce qu'a mentionné Nicolas, c'était la montée en compétences et le besoin de double expertise métier. Nous, en fait, on s'en est complètement aperçu parce que aujourd'hui, quand on est acheteur, par exemple, ou quand on fait du marketing, on ne peut plus faire ça comme avant. On est obligé de prendre en compte des nouvelles réglementations, on est obligé de prendre en compte des nouvelles réglementations, des nouvelles lois, des nouvelles pratiques. On est obligé de décarboner. Et donc, c'est des choses qui sont techniques et qui sont compliquées. Et c'est pour ça qu'on a créé toutes ces formations spécifiques que je mentionnerai plus tard. Et là, je parle plus particulièrement des achats, parce que les achats, c'est ça qui représente aujourd'hui le levier le plus risqué pour les entreprises. Parce que aujourd'hui, on est en train de prendre encore en compte le scope 3 dans les analyses de bilan carbone. On est en train de poursuivre les entreprises. Les ONG sont en train de poursuivre les entreprises qui se comportent mal au sein de leur chaîne de valeur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a créé cette formation achat durable, dont, pareil, je pourrais parler si jamais vous avez des questions. Mais en gros, la prochaine formation des achats durables se passe en juillet 2022. Et enfin,
Là, c'est une des formations qui me tient le plus à cœur parce que c'est une formation qui permet à la fois de gagner en compétences, de gagner une première expérience et surtout, c'est la formation qui permet d'avoir la plus grande rémunération en développement durable parce que c'est le métier qui est le plus demandé, c'est-à-dire le métier de consultant en développement durable. Donc aujourd'hui, tout le monde recrute. Les grands cabinets y recrutent, les petits cabinets y recrutent et les entreprises recrutent des consultants externes. Et donc, il y a un espèce d'effet d'équilibre d'offre et de la demande. Et du coup, c'est ce qui permet d'avoir des rémunérations qui sont assez élevées. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce métier, c'est que il y a plein de gens qui, à la suite de nos formations masterclass en conseil en transformation durable, il y a plein de gens qui créent leur propre entreprise pour devenir soit freelance, soit ils montent des cabinets à plusieurs et ils accompagnent des entreprises dans la transformation durable. Et cette traction, donc cette augmentation de la demande en compétences de conseil en transformation durable, ce n'est que le début en fait, parce qu'il y a tout un tas de nouvelles réglementations. Pareil, je pourrais y revenir dans les questions, comme la CSRD, qui en fait qui oblige les entreprises de petite taille, donc les TPE, PME, ETI, à faire du reporting et donc à commencer à parler des impacts qu'ils ont. Et donc, elles ont besoin de se faire accompagner parce qu'elles n'ont pas la masse critique pour faire tout ça. Et donc, nous, on a créé cette masterclass conseil en transformation durable qui est celle, pour l'instant, où on a le meilleur succès, je pense, notamment en termes d'insertion professionnelle et de traction, parce qu'on fait ça directement avec tous les cabinets de conseil et tous les cabinets de recrutement qui recrutent directement au cours de la formation. Et donc, du coup, la prochaine formation masterclass consultant en transformation durable aura lieu du 4 au 8 juillet 2022. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc on a parlé de tout un tas de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la principale menace pour l'humanité, je pense que vous en êtes tous conscients si vous êtes aujourd'hui à ce webinaire, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes la première génération à avoir pleinement conscience du changement climatique et nous sommes la dernière génération à pouvoir faire quelque chose pour le limiter, le diminuer ou en tout cas, voilà, limiter les dégâts. Et aussi, donc le changement climatique, c'est aussi l'aspect de la durabilité sur lequel les entreprises et les institutions françaises, européennes et internationales sont le plus en avance. Et donc, on a identifié, donc l'Union européenne a identifié que 70% des jobs et des investissements, donc 70% des métiers créés dans la durabilité et des investissements liés à la durabilité seront créés dans la décarbonation. Ce chiffre officiel a été confirmé par l'étude qu'on a publiée avec Talent for the Planet on l'a appelé The Sustainable Talent Gap pour identifier donc là où il y a le plus de besoins en compétences durables. Et en effet, c'est sur le climat que les entreprises ont le plus de besoins. Et pour répondre à ça, on a créé une formation qui maintenant, je me sens qu'on est à la 2e ou 3e session, qui s'appelle Manager une stratégie climat, avec notre partenaire qui est un cabinet de conseil reconnu sur le sujet qui est EcoAct. Et donc cette formation permet en fait de répondre à ce besoin de job. Donc, on forme des consultants en décarbonation de la chaîne de valeur, on forme des responsables et directeurs de la stratégie climatique, on forme aussi tous les professionnels qui, dans leur activité, souhaitent décarboner la chaîne de valeur. On forme évidemment les dirigeants et les cadres de la RSE parce que aujourd'hui, le climat, ça représente l'effort le plus grand de la RSE. On forme les responsables énergie. Et encore une fois, là où il y a le plus de demandes et où c'est le plus facile de trouver des jobs, c'est des consultants en transformation durable parce que c'est là où la demande est le plus élevée aujourd'hui. Vas-y, Antoine. Merci. Et donc, cette formation, et donc je voulais m'arrêter un tout petit peu sur cette formation parce que je pense que c'est une des plus importantes et ça vous montre aussi la dynamique EcoLearn. Donc, cette formation est en 5 leçons. Ces 5 leçons font chacune 5 modules. Et dans ces 5 modules, comme on le mentionnait, il y a toujours des outils. Donc, comme vous le voyez au milieu, il y a le titre. Donc, le titre de la première leçon, c'est Carbone, gaz à effet de serre, changement climatique, de quoi parle-t-on ? Et le premier outil, dans la première leçon, va tout simplement vous apprendre à commencer par le début, c'est-à-dire calculer son empreinte carbone. Et donc, on parlait des KPI tout à l'heure, c'est-à-dire de savoir où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'émets beaucoup de carbone ou pas? Et surtout, où est-ce que j'en émets beaucoup? Ensuite, la deuxième leçon, c'est sur les cadres internationaux en matière de changement climatique. Parce que comme on le mentionnait précédemment,
sur tous les aspects de la durabilité et sur le carbone en particulier, parce que le carbone est en avance, on a une augmentation de la législation internationale, européenne et française. Et donc là, l'outil, ça s'appelle le Science Based Target, et c'est un outil qui permet en fait de fixer des objectifs de décarbonation, donc des fameux KPI, comme on le mentionnait tout à l'heure, qui permettent en fait d'être en accord avec les objectifs des textes internationaux. Et une fois qu'on a fixé ces objectifs, ensuite, il va falloir les atteindre, mais on en parlera dans la leçon 5. Ensuite, la leçon 3, on parle des entreprises face au défi du carbone, entre risques et opportunités. Parce que chez Ecolearn, on a bien conscience que c'est un débat qu'on a très souvent entre décroissance et découplage, mais on a bien conscience qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont pas vraiment matures pour parler de décroissance et pour diminuer leur chiffre d'affaires et leurs profits. Enfin, leurs profits, ils en sont peut-être près certains, mais pas leur chiffre d'affaires, c'est sûr. Et du coup, quand on parle d'une entreprise, il faut lui expliquer, d'accord, je comprends ton activité, je comprends ton cœur de métier, mais en même temps, le carbone et le changement climatique représentent à la fois des risques et des opportunités. Et donc, on traite ça de manière extensive dans toute une leçon. Et ensuite, l'outil de cette leçon 3, c'est l'analyse du risque carbone et la réponse à la TCFD. La TCFD, c'est un texte de reporting obligatoire pour de nombreuses entreprises qui veut dire Task Force on Climate Financial Disclosure. En gros, c'est un concept qui s'appelle la double matérialité qui explique d'un côté, de manière très normée et centrée avec du reporting, donc c'est très sérieux, ça explique d'un côté comment est-ce que moi, mon entreprise, je contribue au changement climatique? Donc, on revient sur le fameux calcul de l'empreinte carbone. Et d'un autre côté, ça explique comment est-ce que le changement climatique, il impacte mon entreprise. Imaginons par exemple demain que Total doive payer la tonne de carbone à 100 € qu'ils émettent, on passerait d'une entreprise extrêmement profitable à une entreprise pas profitable du tout. Voilà, imaginez que toutes les chaleurs qu'on est en train de subir en ce moment et toutes les canicules qu'on va subir cet été, imaginez que ça fait considérablement augmenter le coût de réfrigération des grandes surfaces. Et donc, ça va diminuer leur marge et leur profitabilité. Imaginez toutes les catastrophes climatiques qui arrivent, donc inondations, tempêtes, tornades, etc. Ça coûte hyper cher en assurance. Du coup, les assurances sont obligées d'augmenter, etc., etc. Et donc, ça impacte les entreprises et donc, on traite ça dans la leçon 4. Ensuite, dans la leçon 5, on parle, et donc là, on attaque vraiment les choses sérieuses, on parle des transformations profondes des modèles pour avoir des modèles faibles en émissions carbone. C'est-à-dire, comment est-ce que j'arrive à transformer radicalement et fondamentalement mon entreprise pour pouvoir réduire mon empreinte carbone. C'est ce qu'on appelle le découplage. Le découplage, c'est ma capacité à augmenter ma création de valeur, donc mon chiffre d'affaires et ma profitabilité, tout en faisant stagner, voire diminuer mes émissions de carbone. Et donc ça, il y a plusieurs façons de faire, l'économie de la fonctionnalité, le changement de business model, etc. Et donc, on traite ça de manière précise. Et ça, l'outil, c'était du coup agir sur la réduction des scope 1, scope 2 et scope 3. Le scope 1, c'est toutes les émissions de carbone que je génère moi-même dans mon entreprise. Le scope 2, c'est toutes les émissions de carbone que je génère en achetant de l'énergie. Et le scope 3, c'est toutes les émissions de carbone que mes fournisseurs génèrent. Donc, on revient sur tout ce que je mentionnais sur les achats durables d'un côté. Et d'un autre côté, c'est sur tout ce que mes utilisateurs génèrent. Par exemple, si jamais je vends un shampoing qui reste plus longtemps dans les cheveux et que mon utilisateur doit passer plus de temps sous la douche pour se rincer les cheveux, on considère que c'est du scope 3. Voilà, c'était pour manager une stratégie climat. Si vous avez des questions, pareil, on pourra le traiter dans les questions. Que soit la masterclass pour manager une stratégie climat, en gros, c'est pareil que toutes les autres formations Ecolearn. On a une formation en ligne qui a plusieurs intérêts. Donc déjà, c'est accessible tout le temps, n'importe quand. C'est accessible partout en France. Et donc, c'est des cours en ligne qui durent 3 mois. Et comme on parlait d'apprentissage adaptatif, ça dure entre 20 et 200 heures en fonction de votre curiosité et votre envie d'aller au bout. Voilà. Et ensuite, quand on fait des formations, qu'elles soient en ligne ou en présentiel, on a un coaching personnalisé. Donc, ce coaching personnalisé, ça veut dire quoi? Si jamais je devais commencer à répondre à la question de Mariam, un coaching personnalisé, ça veut dire que si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va vous aider à construire cette première expérience et on va vous aider à
à trouver un emploi, tout simplement. Si vous montez un cabinet de conseil, on va vous aider à déterminer votre offre, à créer vos propals et à gagner vos premiers clients. Si vous êtes dans une entreprise, on va vous aider à convaincre vos interlocuteurs, on va vous aider à mettre en place vos différentes stratégies. Si vous avez des questions sur le fond, par exemple, si vous dites que le découplage, ça n'existe pas et que c'est un mensonge du green capitalisme pour nous enfumer et faire en sorte qu'on continue d'émettre des émissions de carbone, c'est des choses qui se discutent et c'est des choses qui sont intellectuellement hyper intéressantes. Alors nous, en tant qu'établissement de formation, on n'a pas de prise de parti philosophique là-dessus, mais en tout cas, on va pouvoir vous donner des lectures et vous renseigner pour vous aider à faire un avis, vous faire un avis dédié à ce sujet. Et enfin, grâce à notre réseau d'experts, si vous avez des questions précises sur le contenu, du coup, on vous répond en direct. On vous répond dans les 24 heures. Donc voilà, tout ça, c'était pour la partie distancielle. Ensuite, on a des parties en présentiel. Pour le présentiel, on demande aux gens que le distanciel soit déjà fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le présentiel, ça dure 5 jours et 40 heures en présentiel. Et là, on vous prend les meilleurs experts du domaine. Et en fait, on va plus loin que ce qu'on va en distanciel. Donc, du coup, l'idée, c'est derrière, vous pouvez poser vos questions, on fait des études de cas, on rentre dans les détails, dans tout ce qui est contestable. Et surtout, on a des partages d'expérience. Par exemple, pour la masterclass direction durable, à chaque cours, on a des directeurs et des directrices développement durable d'entreprise qui viennent partager de leurs difficultés X et Y pour mettre en place la transformation durable parce que ce n'est pas facile. Voilà. Et donc, du coup, vraiment, les masterclass en présentiel, c'est un format avec des tables rondes. On est une 50aine de personnes à chaque fois. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer le réseau, d'échanger avec des top experts et de faire des partages d'expériences. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans les formations, mais en gros, l'idée de ce graphique avec toutes les formations, c'est que on a des formations qui sont généralistes. Toutes les formations qu'on a, à chaque fois, elles ont 4 niveaux. Donc, on a un niveau qui est extrêmement introductif, qui va être gratuitement accessible sur vidéo. On a un niveau de la compétence, on a un niveau de l'expertise et on a un niveau de la direction. Et donc, à chaque fois, voilà, donc c'est ce que vous voyez sur ce graphique. Et en plus, on traite, donc non seulement avec 4 niveaux, mais on traite de tous les sujets. Donc, achat, décarbonation, éco-conception, marketing, droit, finance, etc., etc. L'objectif étant de donner aux gens la double compétence. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait de la finance durable, par exemple, on prend des gens qui s'y connaissent déjà en finance et on va leur apprendre la dernière réglementation européenne sur les différents reporting et la façon dont on fait de la finance durable. Pareil sur les achats, etc. Et donc, on a des formations qui sont extrêmement spécialisées pour permettre en fait, d'atteindre ce niveau de compétence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez atteint ce niveau de compétence, vous avez atteint du coup une forme de rareté sur le marché qui vous permet derrière de demander des rémunérations qui sont compétitives. Vas-y Antoine. Et ensuite, c'est un petit peu ce que je vous mentionnais sur et ça, c'est vraiment ce qui nous tient le plus à cœur chez Ecolearn. Et je pense que parler pour Jobs That Make Sense aussi, parce qu'on partage leurs offres, etc. dessus, mais vraiment, c'est la communauté active de professionnels. Donc, on a plus de 1000 professionnels de la durabilité où on permet d'échanger entre vous en direct. Nous, on répond toujours à vos questions. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes alumni Ecolearn, vous avez accès à tous nos contenus. Enfin, tous nos contenus. Les contenus auxquels vous êtes inscrits, vous y avez accès à vie. Ils sont mis à jour et vous pouvez poser des questions dessus. Et nous, on vous aide parce que, en fait, une fois que vous êtes alumni, vous faites partie de la communauté Ecolearn et on est là pour vous aider. Et donc, on répond à toutes ces questions et on a tout un tas d'événements et on fait de la veille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas trop de notion dans cette communauté de 1000 personnes, on essaye de casser la notion de promotion pour mettre en place des cercles d'intérêt en fonction de l'intérêt des gens et de leur localisation. Donc ici, on aura des gens à Nantes, à Paris, à Lille, à Lyon, etc. On organise des verres un peu partout en France. Et en plus de ça, vous avez des gens, par exemple, on a un truc avec tous les fresqueurs. Comme ça, quand on a des missions du fresque du climat qui tombent avec des clients qui veulent faire de la fresque du climat, ça permet de trouver des clients. On a des gens qui parlent de finance, des gens qui parlent de la TCFD, des gens qui parlent de retail, des gens qui parlent de luxe,
luxe et durabilité, des gens qui parlent de juridique, etc. Et du coup, ça permet en fait de vous mettre en place, de vous mettre en relation avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Comme ça, vous pouvez faire de la veille ensemble et vous pouvez grandir ensemble tout simplement. Et du coup, peut-être tu veux commencer la conclusion ou je commence, Nicolas? Vas-y. Hein. Je vais commencer. Donc, du coup, si on devait conclure, c'est que il y a de belles perspectives de carrière pour les gens qui se mettent à la transformation durable. Donc, je pourrais rentrer dans les détails du pourquoi, mais en gros, si je devais résumer, on a la réglementation européenne qui est en train d'évoluer, qui fait évoluer la réglementation française, qui oblige les entreprises à mettre en place du reporting et du coup à mettre en place des actions. Et du coup, pour ça, ça fait considérablement augmenter la croissance de la demande en compétences de transformation durable. Et un profil recrutable en transformation durable, c'est 3 éléments. C'est une formation reconnue, donc ça, globalement, on s'en occupe. C'est une première expérience, donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à avoir, mais avec EcoLearn et Jobs That Make Sense, du coup, on est là pour vous accompagner à avoir cette première expérience et après, globalement, une fois que vous l'avez, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et enfin, c'est une spécialité avec une forme d'expertise, parce qu'en fait, être généraliste, général à tendance générale, c'est un peu, c'est pas ce qui met le plus en confiance les entreprises. Et donc, du coup, là, vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est de valoriser l'expertise de votre précédente expérience professionnelle. Donc, je ne sais pas moi, si vous avez fait du marketing, si vous avez fait du marketing et de la communication, il vaut mieux rester un petit peu dans ce domaine-là et soit trouver un job dans une structure engagée, soit valoriser ça en marketing durable. Voilà. Ou sinon, donc soit vous valorisez votre expérience précédente, ou alors sinon vous construisez, et là ça va demander un investissement personnel et intellectuel non nul pour se spécialiser en finance, en extra-financier, en achat, en carbone ou en éco-conception. Ensuite, évidemment, il faut être des personnalités engagées et capables d'assumer la complexité d'un métier en transformation parce qu'il faut se maintenir toujours à jour, il faut agir avec tout un tas de parties prenantes X et Y, donc c'est assez compliqué. Et en effet, les convictions, c'est quand même quelque chose d'assez important pour avoir une véritable crédibilité. Pour autant, on a une vraie dichotomie avec d'un côté les structures engagées où là, on demande un véritable engagement des gens dans leur vie personnelle en général et les grandes entreprises qui demandent plutôt une compréhension de leur modèle d'affaires et une connaissance de leur secteur d'activité. Parce que voilà, donc c'est deux choses différentes, mais pourquoi pas. Et enfin, l'intérêt de ces métiers, c'est que vu qu'il y a une demande de plus en plus importante et une structuration des équipes de plus en plus grosse dans les entreprises, si vous vous positionnez aujourd'hui, globalement, vous aurez l'avantage d'être les premiers à se positionner et de faire partie de la première vague de gens à se positionner. Et du coup, vous aurez un avantage compétitif sur le marché du travail sur le long terme. Parce que c'est une tendance, je pense que vous en êtes tous convaincus, sinon vous ne serez pas là, qui est amenée à se renforcer sur le temps. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Nicolas, et sinon, je me tiens disponible aux questions. C'était bien résumé. Si je devais compléter, c'est que, ayez bien conscience qu'en fait, il y a de plus en plus, il y a des milliers de jobs qui sortent chaque jour et qui permettent de concilier vos compétences, ce pourquoi vous êtes bon, des métiers qui vous permettent de bien gagner votre vie et qui vous permettent d'être aligné avec vos valeurs. Donc, il n'y a plus à, d'un côté, faire le choix entre bien gagner sa vie et concilier, avoir un métier dans lequel on croit. Et il n'y a plus non plus à être dans une posture sacrificielle de je fais quelque chose dans lequel je crois, mais du coup, je dois diviser mon salaire par 3. Ces métiers sont très bien rémunérés. En fait, vous êtes en position de force sur le marché. Comprenez ça. En fait, il y a une énorme pénurie de marché sur ces candidats, sur ces métiers. Et il y a des formations comme EcoLearn qui sont ultra accessibles et qui vous permettent de monter en compétences rapidement, de faire un accélérateur, un boost de légitimité et d'acculturation sur ces compétences qui vous permettent demain d'être légitime pour postuler à ces métiers. Voilà, en complément. Il y avait plein de questions. Super. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Nicolas. Nous arrivons donc au temps de questions-réponses. Les questions ont été nombreuses dans le chat et je vais donc vous les partager comme ça au fil de l'eau. À nouveau, s'il y a un point sur lequel vous souhaitez en particulier l'un ou l'autre revenir, n'hésitez pas à le faire.
La première question, elle a été posée plusieurs fois, autant clarifier ce point tout de suite, c'est celle du financement. Est-ce que les formations sont finançables par le CPF et quels sont les autres mécanismes qui permettraient d'obtenir une aide financière là-dessus? Alors oui, du coup, on travaille dessus avec France Compétences et tout ça. Donc oui, on a en gros, tous les financements classiques. Donc j'ai envie de vous dire CPF, région, Pôle emploi, OPCO et entreprise. Et ça, il faudra demander directement, enfin, d'abord, en fait, identifier les formations qui vous intéressent. Ça, on peut vous y répondre. Et ensuite, les financements, c'est du détail. Donc, il faudra voir ça avec Clément et les équipes administratives parce que tout est possible et je ne pourrais pas vous répondre dans le détail et je ne pense pas que ça intéresse tout le monde, mais tout est possible. Voilà, ça dépend de votre profil et de ce à quoi vous avez accès, en fait, tout simplement. Donc, la réponse est oui. Super, merci Pierre. On a ensuite reçu plusieurs questions autour de la thématique des compétences acquises ou non, ou des expériences professionnelles. Une première qui avait été soulevée par Mariam et qui disait oui, il est important d'avoir une première expérience dans la durabilité pour être recrutable, mais il faut bien commencer quelque part. Que répondriez-vous? Moi, je pense que je vais faire une première réponse. Après, je laisserai peut-être Nicolas compléter s'il le souhaite. Mais donc, c'est vraiment l'histoire de la poule et l'œuf. Et donc, sachez que nous, c'est quelque chose auquel on est confronté quotidiennement chez EcoLearn. Donc, on a développé un certain nombre de méthodologies pour répondre à ça. Dans ces méthodologies, il existe plusieurs choses. Donc, déjà, si vous êtes chez Pôle emploi, vous avez la capacité de faire des stages. Donc, sans avoir d'école, juste en étant chez Pôle emploi. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire un stage chez Pôle emploi et utiliser les fameux modules 5 qui ont été mentionnés, qui sont des outils. Et donc, derrière, vous mettez ça en place au sein d'une entreprise gratuitement, donc. Et donc, cette entreprise, normalement, dans la majorité des cas, c'est elle qui vous embauche, ou en tout cas, vous avez une première expérience courte qui vous permettra de faciliter la deuxième embauche. Si vous êtes déjà en poste, la recommandation que j'ai, c'est même si vous n'êtes pas très bien dans ce poste, restez dans ce poste et appliquez encore une fois les fameux modules 5, qui sont des outils de la transformation durable, au sein de votre entreprise. Donc, vous pourrez demander à votre manager ou votre N+1 de vous supporter dans cette démarche. Mais si votre manager ou votre N+1 ne vous supporte pas dans cette démarche, ce n'est pas grave, faites-le quand même. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette première expérience et de pouvoir rajouter des missions ou en tout cas des responsabilités de responsable RSE avant de quitter votre job parce que c'est toujours plus facile de le faire quand on est en poste qu'après. Ensuite, il y a une troisième alternative qui est si vous n'avez pas le droit au stage de Pôle emploi et si vous n'êtes pas en poste, dans ces cas-là, pour créer cette première expérience, il faut dans l'idéal, réaliser des missions de freelance assez peu rémunérées où, encore une fois, vous appliquerez les modules 5 donnés par les formations X et Y d'EcoLearn à un client. La définition de ce client, c'est important que ce client soit bienveillant. C'est important que ce client en ait quelque chose à faire pour que ça serve à quelque chose. Et dans l'idéal, il faudrait que ce client ait potentiellement dans le futur une place pour vous si jamais il le souhaite. La dernière possibilité, si jamais vous n'arrivez pas sur les trois précédentes, c'est de trouver un job dans une entreprise à impact, de mettre en place du coup, de mettre en place, grâce à vos compétences précédentes, de mettre en place des stratégies RSE et ensuite de bouger. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que quand vous voulez des jobs, le job que vous voulez avoir, il est intéressant et sexy, entre guillemets, le plus, il va falloir réfléchir sur le long terme et vous n'allez pas forcément l'avoir du premier coup. Donc, essayez d'avoir une approche stratégique en vous demandant OK, où j'en suis aujourd'hui, où est-ce que je vais être dans 6 mois, où est-ce que je vais être dans 1 an, où est-ce que je vais être dans 3 ans. Et à partir de ça, du coup, soit vous le faites tout seul, soit on peut vous aider, mais déterminer du coup les conditions de succès pour y arriver et ensuite, il faut s'y mettre. Enfin, si j'avais un dernier conseil, pardon, c'est un peu long, si j'avais un dernier conseil, ce serait d'être méthodique dans la recherche d'emploi et vraiment d'avancer progressivement et de ne pas prendre les refus et les rejets pour vous. C'est pour ça que d'avancer méthodiquement, par exemple, d'envoyer une offre par jour ou une offre tous les 2 jours ou une offre par semaine, mais vraiment quelque chose de régulier parce que le principal ennemi à la recherche d'emploi, c'est tout faire d'un coup et se donner à fond et puis après être épuisé, démoralisé et s'arrêter. Donc, vraiment, c'est le stop. Enfin, vraiment, il faut avancer progressivement. Et enfin, j'avais une dernière chose, pardon, c'est un peu long. Une dernière chose, ça c'est surtout pour les gens qui ne sont pas à Paris, c'est vraiment cartographier votre territoire. C'est-à-dire aller sur les plateformes, regarder les entreprises, prenez un papier ou un fichier Excel et de manière méthodique, identifier
tous les recruteurs potentiels avec des potentialités en RSE qui sont sur votre territoire et comment est-ce que vous pourriez les accompagner et rentrer en contact avec eux. Voilà, enfin, rentrer en contact, discuter, échanger, je pense que c'est les choses qui sont clés. Mais vraiment, la cartographie, c'est la première étape parce que sachez que cette cartographie, même si vous vous embêtez à la faire et que derrière, vous trouvez un job hyper vite, elle vous sera toujours utile si vous êtes attaché dans le territoire dans lequel vous êtes. Parce que connaître son territoire, c'est un atout énorme. Voilà, c'était un peu long, mais… Merci Pierre. Nicolas, est-ce que tu voudrais compléter cette réponse? Si je complète, on irait jusqu'à la fin, mais je trouve que c'était assez complet. Si je résume, ouais, essayez de faire bouger les choses en interne pour vous faire la main et pouvoir revendre, si on veut, ce que vous avez mis en place en interne. Deux, pour moi, c'est dur de changer de métier et de secteur en même temps. Donc, si vous pouvez changer juste de secteur en restant sur votre métier initial et en ajoutant une couche de la durabilité, c'est plus simple. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de changer en même temps, mais c'est juste plus simple. Et trois, soyez proactifs dans vos recherches. Donc, ne vous contentez pas, je pense, de postuler au job en question. Ou alors, quand vous postulez, en même temps, demandez à la personne sur LinkedIn ou du moins, allez voir les gens ou les structures qui vous font envie et ne serait-ce qu'en fait, demandez-leur de un café ou 10 minutes, 20 minutes d'appel pour en savoir plus sur leur métier ou même pour leur dire en fait je recherche un métier. Souvent, je pense que le secteur est assez transparent. Ça vous aidera à vous donner une idée plus précise des métiers et créer vos opportunités. Donc, en fait, aller comprendre les enjeux des entreprises. En fait, il y a énormément d'entreprises qui ont plein de projets sous la main, mais qui n'ont pas les ressources humaines au moment T pour le faire. Donc, en fait, vous pouvez très bien arriver avec une boîte et lui dire, OK, c'est quoi tes enjeux sur la durabilité? Qu'est-ce que tu fais? Et arriver déjà avec plein d'idées. Vous faites une démonstration d'expertise et après, vous créez votre chance. Et sinon, faites-vous un réseau. Donc, allez, je ne sais pas moi, rejoignez une asso, faites un programme réaction de Make Sense, participez à des webinaires, allez à des salons, allez à Change Now. En fait, faites-vous un réseau, mettez un pied dans la porte et après, de fil en aiguille, les opportunités vont arriver. Voilà. Et Super. du coup, nous, vraiment, notre rôle, en tout cas, nous notre rôle, les Ecolearn, et c'est là-dessus qu'on a fait évoluer notre produit parce qu'on n'était pas vraiment parti là-dessus au début. Puis finalement, on a complètement fait ça parce que c'est ce que demandent les gens. C'est qu'en fait, en vous donnant des outils précisément que vous pouvez utiliser, vraiment, vous pouvez aller voir les gens et leur dire, mais attendez, laissez-moi montrer ce que je suis capable de faire et on verra si ça marche, quoi. Donc, ouais. Donc, vraiment, tous ces outils, ça permet d'être hyper utile, quoi. Super. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour ces réponses. Je vois dans le chat que le sujet de la cartographie régionale des opportunités a suscité pas mal d'intérêt, notamment sur la manière de créer cette cartographie. Est-ce que peut-être en 30 secondes, 1 minute, vous auriez des peut-être conseils pratiques à partager pour mettre ça en place? C'est un peu, donc déjà, la cartographie d'acteurs, c'est, comment dire, la cartographie d'acteurs, c'est quelque chose ça fait partie des compétences qu'on enseigne. Donc déjà, ça fait partie parce c'est toute la partie management des parties prenantes. Encore une fois, là, je parle surtout des territoires qui ne sont pas l'Île-de-France parce que cartographier les territoires de l'Île-de-France, c'est vraiment compliqué. Alors oui, pardon, non, je réponds après la question de Céline, désolé. Et donc, la cartographie, comment on fait? C'est tout simple. On prend, donc la première étape, c'est de déterminer qu'est-ce que je cartographie et pourquoi je le cartographie. C'est marrant parce que c'est un peu comme on fait une ACD. Donc, quel est l'objectif de ma cartographie et quel est son champ d'action? Donc, l'objectif, ça peut être identifier les entreprises qui seraient potentiellement intéressées pour me recruter en RSE. Et ensuite, le champ, ça pourrait être petit a, la taille de l'entreprise, petit b, le bassin géographique, donc la position géographique. Et donc, à partir de ça, il faut aller sur le site de la CCI, il faut aller sur tous les sites qu'il existe, il faut aller sur les sites d'emploi, il faut aller sur peut-être téléphoner à la Chambre de commerce et d'industrie qui pourrait, elle, vous renseigner sur les différentes plateformes qu'il existe et aller sur Internet en général, aller sur les différents événements. Et ce qui est important, en fait, c'est de noter tout ça. Parce que finalement, ce n'est pas tant trouver l'information qui est difficile parce que, encore une fois, si vous aimez votre territoire, vous la trouverez, cette information, mais c'est plutôt la structurer et la rendre navigable et surtout être rigoureux. Je suis désolé, je reviens un peu sur les mêmes trucs, mais être rigoureux, c'est-à-dire il vaut mieux avancer et remplir cette base de données de manière progressive et l'utiliser plutôt que faire un espèce d'énorme rush et la remplir une fois et puis après plus jamais l'utiliser. Et ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que si vous rentrez en contact avec des gens qui n'ont aujourd'hui pas de poste en durabilité, et ça me permet de faire la transition avec Céline, en fait, demain, vu que toutes les équipes
de durabilité vont se renforcer pour des questions légales et voilà, pour des questions légales et de reporting. Globalement, si vous contactez des entreprises et vous échangez avec elles et elles n'ont pas de place aujourd'hui, peut-être qu'elles auront des places demain. Par exemple, les PME, en fait, sont des entreprises qui, aujourd'hui, il n'y a que les PME riches ou très intensives en carbone qui se permettent d'avoir des directeurs et des directrices RSE. En tout cas, ça, c'était vrai hier. Aujourd'hui, de plus en plus le font. Et en fait, il y a une nouvelle réglementation européenne qui va avoir lieu en 2024, qui s'appelle la CSRD, qui va obliger toutes les entreprises de plus de 150 personnes à faire du reporting. Et donc, quand on fait du reporting, on est obligé de montrer le flanc et de montrer que, typiquement, oui, on émet du carbone, oui, on n'est pas égaux entre les hommes et les femmes, oui, on a une chaîne de valeur qui n'est pas des plus propres et nos achats, on utilise les enfants esclaves dans la chaîne de valeur peut-être, etc., etc. Et donc, le fait d'identifier ces problèmes et d'être forcé par la loi de communiquer dessus, du coup, ça va les obliger à les prendre en main. Et donc, on voit de plus en plus des gens qui recrutent des responsables, des chargés de mission RSE. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé la formation conseil en développement durable. C'est parce que quand je suis une PME, alors à moins d'être une PME qui fait des marges énormes, en général, c'est compliqué d'embaucher sur des fonctions qui ne sont pas core business. Parce que du coup, ça augmente mon OPEX et du coup, ce n'est pas très bon. Et donc, ce qu'ils font, c'est que dans un premier temps, en général, ils embauchent des consultants et ensuite, enfin, ils se payent des consultants et ensuite, ils embauchent ces consultants sur le long terme. Et donc, du coup, c'est pour ça que se positionner en tant que consultant pour une PME, c'est derrière probablement avoir son employeur et avoir son… Donc, en gros, consultant pour une PME, directeur, directrice du développement durable de cette PME et ensuite directeur, directrice développement durable d'une boîte plus grosse, ça peut être ces espèces de planification de carrière qu'on peut faire à 3 ou 5 ans qui permettent d'avoir des postes à forte responsabilité. Voilà, donc oui, Céline. Et ensuite, pardon, Céline, on a des formations spéciales PME aussi, pour info. Et oui, elles sont contraintes par la réglementation, mais pas en direct. Elles sont contraintes par la réglementation, enfin, certaines en direct, mais généralement, celles qui sont contraintes par la réglementation en direct, elles sont un peu mal barrées parce que souvent, leur cœur de métier est souvent mis à mal. Par exemple, celles qui font du plastique à usage unique. Mais sinon, elles sont toutes contraintes par la CSRD, du coup, qui concerne aujourd'hui une dizaine de milliers d'entreprises et qui va concerner une cinquantaine de milliers d'entreprises en 2024. Et 2024, c'est pas loin. Ensuite, je me permets de répondre à Fauvet. Une formation reconnue, un label, par exemple, avez-vous le label B Corp ou Lucie? Donc, les labels B Corp et Lucie sont des labels qui ne sont pas des labels de formation. C'est des labels qui sont sur tout simplement des labels d'entreprise et il n'y a pas besoin d'avoir le label B Corp ou d'être B-Leader pour faire du conseil en certification B Corp. Du côté d'Ecolearn, personnellement, nous avons décidé de ne pas être B Corp pour des questions idéologiques, en fait. Parce que B Corp, c'est un label privé et c'est un label américain. Et nous, chez Ecolearn, on essaye de créer… Enfin, on fait du lobbying auprès de l'Union européenne et on travaille beaucoup avec l'Union européenne pour créer un label public européen qui soit à l'échelle de toute l'Union européenne. D'ailleurs, notre cofondateur et mon associé Patrick Dumière est président du comité de révision de la norme ISO 26000. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la norme ISO 26000, mais c'est une des normes fondatrices en développement durable qui, du coup, maintenant, elle est un peu vieille parce qu'elle date de 2015, 2010-2015. Et du coup, aujourd'hui, il faut la revoir et c'est tout un travail de la revoir. Et du coup, on est là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas Bicorp. Mais pour info, Antoine, ici présent, et moi-même, on a créé à l'époque une entreprise qui s'appelait la Sazi Company où on faisait de la certification Bicorp. Donc, on a accompagné des dizaines d'entreprises à devenir Bicorp. Et on n'était ni Bicorp ni Bileader. Enfin, on était ni Bicorp ni Bileader et ça ne nous a pas empêché d'accompagner des dizaines d'entreprises à devenir Bicorp. Merci Pierre. Je vois que l'heure tourne. Peut-être des dernières questions un petit peu pratiques qui nous ont été posées. On peut presque y répondre sur le format du oui-non. La première question, est-ce que ces formations qui ont été présentées, certaines d'entre elles en tout cas, s'appliquent aux étudiants ou aux jeunes diplômés? Alors oui, complètement. Alors oui.
Oui, oui. Donc, aux étudiants, après, globalement, aux étudiants, je vous recommanderais plutôt de faire pression sur votre formation ou de changer de formation pour avoir une formation initiale qui conçoit vos besoins, parce que nous, on fait plutôt de la formation continue. Par contre, si jamais vous êtes en dernière année d'études ou si vous êtes jeune diplômé, complètement, oui. Super. Une dernière petite question peut-être, et elle a été posée par Philippe plus tôt. À l'heure actuelle, combien de personnes diplômées des formations Ecolearn ont créé leur propre cabinet en DD ou trouvé un travail dans cette thématique? Alors, je ne saurais pas vous répondre, mais parce qu'on est en pleine cartographie de la communauté. Mais moi, je reçois au moins un mail par jour de gens qui c'est pas du tout scientifique, je suis désolé, qui me remercient parce qu'on les a aidés à changer de carrière. Donc, je dirais, vu que ça fait longtemps que c'est le cas, je dirais sur les 1000, on doit être plus de 100, c'est sûr. Après, je ne saurais pas dire exactement, mais Monsieur Philippe, c'est ça. En fait, on est en train, avec les équipes Ecolearn, on est en train, et notre comité de mission, parce qu'en fait, on est une entreprise à mission, du coup, on a un comité de mission. Notre comité de mission nous challenge là-dessus. Et du coup, on est en train, avec notre comité de mission, de faire cette cartographie de tous nos alumni et de ce qu'ils ont fait et pourquoi, comment. Mais on a, voilà, disons, plusieurs dizaines d'entreprises et une ou plusieurs centaines de personnes qui ont trouvé des jobs directement, sans compter les personnes qui sont venues nous voir parce qu'ils avaient déjà un job et qu'ils avaient besoin d'augmenter leurs compétences. Et dans tous les cas, on est là pour vous accompagner. C'est-à-dire que du coup, tant que vous n'avez pas trouvé un job, on est à vos côtés. Donc, globalement, plus vous trouvez vite, plus ça nous arrange. Super. Écoutez, messieurs, je vous propose de terminer ici pour ce webinaire. Merci pour vos analyses, merci pour le temps et l'énergie que vous avez mis à répondre aussi à toutes les questions. Rapidement, avant de nous quitter, je vous propose de consulter les prochains événements du côté d'Ecolearn. Nous organiserons des webinaires sur les thématiques achat, à nouveau sur les compétences autour de la création et solidification d'une entreprise durable. Et enfin, début juin, sur une nouvelle formation qui consistera à une journée tous les 6 mois pour rester au contact des dernières évolutions, qu'elles soient réglementaires, stratégiques dans le terme de la durabilité, à destination de responsables DD, de décideurs DD. Vous les aurez bien évidemment dans les slides qui seront envoyés avec le replay. Les liens seront cliquables. Vous pourrez vous inscrire par ce biais. Vos contacts, si cela vous intéresse, à la fois du côté de Jobs That Make Sense, c'est donc Nicolas qui a pris la parole aujourd'hui, et de Clément, notre directeur des ventes pour les parcours professionnels. Vous aurez à nouveau ces infos contacts à la fin. Je vous mets dans le chat le lien de rendez-vous pour Clément, si vous voulez dès à présent prendre un rendez-vous avec lui à la suite de ce webinaire. Que vous soyez connectés de Lyon, de Cherbourg, de Paris, de Nantes, de Strasbourg ou d'ailleurs, un grand merci pour votre participation. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Restons bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin de d'autres informations. Et nous vous disons à très bientôt. Et on Bonne vous suite de tiendra au journée. courant. Merci. Et on vous tiendra au courant lorsqu'on fera notre tour de France du coup des drinks Ecolearn et Jobs That Make Sense. Du coup. Voilà, joignons l'utile à l'agréable. Merci beaucoup, très très belle journée et à bientôt. Merci, au revoir.